Au sommaire de cette édition, religion, grande veillée de prière à la mairesse, mission évangélique, la restauration du pasteur Amonkou Yapopol Serge, avec pour thème comment être délivré des malédictions de famille, tissé avec les 4 principaux esprits de la malédiction. Actualité internationale en Guinée, le virus Ebola a provoqué la fermeture inédite de toutes les écoles et universités. Ukraine, un an de crise qui a ébranlé le monde entier. Aux États-Unis, le président américain Barack Obama offre une régularisation à 5 millions de clandestins. Madame et Monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester encore connectés sur le Blessing Channel que nous ouvrons par la religion avec la veillée de prière qui s'est tenue à la mairesse, mission évangélique, la restauration dirigée par le pasteur Amonkou Yapopol Serge, où les fidèles ont prié durant la nuit du vendredi dernier, il faut le signaler, avec une veillée qui avait pour sous-thème comment être délivré des malédictions de famille, tissées avec les 4 principaux esprits de la malédiction, tirés du thème principal, la malédiction de famille, extrait du livre d'Exode, chapitre 20, verset 5, et de Marc, chapitre 3, verset 27. Suivons ce reportage. Veillée de prière ce vendredi 15 novembre 2014 à la mairesse. Mission évangélique la restauration du pasteur Amonkou Yapopol Serge. Une veillée avec comme sous-thème comment être délivré des malédictions de famille tissées avec les 4 principaux esprits de malédiction. Tiré du thème général, la malédiction de famille, extrait de Exode chapitre 20, le verset 5 et Marc chapitre 3, le verset 27, vient clore un séminaire de 3 jours. Durant ce moment spécial, le pasteur Amonkou Yapopol Serge a exhorté l'auditoire sur les 4 principaux esprits de la malédiction et donné les raisons pour lesquelles Dieu combat la sorcellerie. Nous avons commencé à traiter depuis ce dernier trimestre de l'année. Et ce sous-thème d'aujourd'hui, comment briser les alliances tissées avec les 4 principaux esprits de la malédiction. Et nous avons traité les alliances avec le premier esprit, qui est l'esprit de sorcellerie. Et nous sommes allés très en profondeur pour briser les alliances, non seulement briser les alliances de sorcellerie de la famille, nous avons aussi coupé les cordons ombilicaux spirituels qui nous relient aux pratiques de sorcellerie de la famille. Nous avons brisé aussi le lien de sang, le lien d'âme qui permet aux sorciers, aux mystiques de la famille d'oppresser nos vies. Nous sommes déconnectés et quand nous sommes passés à la pratique, nous avons vu qu'il y a eu de grandes délivrances et nous croyons que tous ceux qui ont participé à cette veillée, à ce programme, ont été libérés et nous verrons les jours à venir ce que Dieu continuera de faire dans leur vie. S'en est suivi un temps de ministère. L'onction de Dieu est descendue. Les alliances de sorcellerie de famille, les liens de sang et des âmes, les cordons ombilicaux spirituels ont été détruits, assurant ainsi la victoire au peuple de Dieu. Les témoignages viennent confirmer cette victoire des enfants de l'Éternel sur le diable. Depuis j'ai commencé à fréquenter cette église, vraiment ma vie a changé. J'ai eu la maturité spirituelle, j'ai eu aussi la croissance spirituelle. Vraiment beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et aussi les livres aussi m'ont fait du bien. Je vis ça. C'est la toute première fois que je vis. Et à mon âme, la vie, ça a été bien, ça a été très bien. Parce que bon, et c'est la première fois d'ailleurs que je viens aussi ici. Et puis, ça a été très merveilleux. Bon, moi-même, j'ai été sincèrement touché. J'avais un mal. Mais je vois que ce mal-là a disparu. Rappelons que cette veillée de prière fait partie d'un grand programme d'enseignement démarré depuis 3 mois dont le thème principal est la malédiction de famille. Ce séminaire se tiendra chaque semaine jusqu'au 31 décembre 2014. Amen. Nous restons toujours en religion. Parlons à présent de double cérémonie à la MRFCI, mission évangélique de la résurrection et de bénédiction en Côte d'Ivoire. C'est de la dédicace à Dieu de son temple et la pose de la première pierre de son grand temple dit Canaan. Notre reporter Irène Bailly était sur le terrain suivant son reportage.
La mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire, Mère Ebsi, et les temps de reconnaissance à Dieu pour ce temple miraculeux qui leur a permis d'avoir se sont achevés ce dimanche 16 novembre par un culte d'action de grâce. Leaders, missionnaires fidèles, tous ont brillé de leur présence à ce grand rendez-vous. Louanges, chants et pas de danse ont rythmé ce culte au cours duquel la servante de Dieu, Madame Ziaou, leader de la dite mission, a partagé un message qui s'inscrit dans la mouvance de cette célébration, c'est-à-dire la contribution de tout un chacun à la construction de l'œuvre de Dieu. Le temps de s'asseoir et de bien faire est révolu. Le temps de dormir est révolu. Le temps de critiquer est révolu. Le temps de murmurer est révolu. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et construisons. Nul ne peut accomplir la volonté de Dieu sans faire face à l'adversité. C'est en définitive ce qui apparaît dans le message de la servante de Dieu. Pour les missionnaires qui l'accompagnent dans l'exécution de cette tâche, c'est un grand moment qu'ils apprécient à sa juste valeur. Ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance à Dieu qu'ils ressentent. C'est vraiment toute une joie pour moi de savoir que mon Dieu ne déçoit pas. Il vient de le prouver encore. Il nous a donné les moyens pour construire ce temple que nous voulions lui rendre. Et il nous donne encore les moyens pour organiser cette fête. En tout cas, dans le secret, je sais comment tout s'est passé. Mon cœur est réjoui. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, vraiment qu'il n'y a pas son Dieu qui donne leur vie réellement à Jésus. Il est capable de décanter toute situation. Il a décanté la situation de cette mission. Depuis vendredi, nous sommes là pour la dédicace. Nous bénissons le nom du Seigneur de ce que il a permis ce temps précieux. Un temps de reconnaissance, mais aussi un temps où il nous donne de lui confier nos vies. C'est lui qui nous donne les moyens de bâtir ce temple. Et comme le message l'a si bien signifié, il permettra que les moyens à la fois spirituels et physiques soient donnés pour que nous puissions bâtir ce temple à la gloire de son nom. Je suis très heureux d'avoir passé ce temps avec mes frères de Divo. Donc je bénis le nom du Seigneur pour également la télévision Béni TV pour tout ce qu'elle fait pour la proclamation de l'évangile du Seigneur. La mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Mère Ebsi, c'est le témoignage que Jésus est vivant et continuera toujours d'agir. Actualité internationale à présent au Burkina Faso, l'ex-président Blaise Compaoré, son épouse et les membres de sa famille sont arrivés au Maroc, a annoncé le ministre marocain des Affaires étrangères. Il faut le souligner, l'ex-président burkinabé était réfugié en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, précisément depuis le 31 octobre 2014, jour de sa démission. Blaise Compaoré n'est pas le seul dignitaire africain à avoir trouvé refuge dans le royaume. Le président déchu burkinabé Blaise Compaoré aurait quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre au Maroc avec sa famille. Après 27 années au pouvoir, le chef d'État avait été forcé de quitter le pays face au mécontentement du peuple du Burkina Faso. Après une courte transition militaire, un président de transition, Michel Kafando, a été désigné ce week-end pour gérer les affaires courantes. En Sierra Leone à présent, depuis la crise Ebola, le ministère de l'Agriculture s'inquiète ainsi pour les récoltes des cultures de ce pays. Afin d'éviter que tout soit paralysé, des formations ont été mises en place pour les agriculteurs, il faut le dire, pour leur permettre de travailler en toute sécurité. On forme le personnel médical, mais aussi les personnes du secteur agricole. On leur enseigne, on les forme pour qu'ils sachent comment se protéger. Et se protéger, c'est éviter tout contact corporel. Il ne faut aucun contact. Grâce aux formations, les gens savent comment éviter la maladie. Les gens sont confiants depuis qu'on leur a fait la formation et ils retournent dans les champs. Il n'y a aucun risque que les récoltes agricoles s'arrêtent. Cela va continuer, je peux vous l'assurer. Parlons toujours de virus Ebola, cette fois-ci en Guinée-Conakry. Le virus Ebola a provoqué la fermeture inédite de toutes les écoles et universités en Guinée, alors que certains étudiants ont par la suite choisi de prendre
2 petits boulots. D'autres se sont regroupés et formé des salles de classe improvisées à la maison. Il n'y a pas si longtemps, Mamadou Saloubari étudiait la sociologie dans son université de Labé, à 350 km de Conakry. Mais le jeune homme de 23 ans est désormais conducteur de mototaxi dans les rues de la capitale guinéenne. Ce changement radical de vie, il le doit au virus Ebola. L'épidémie apparue dans le sud guinéen fin décembre 2013 a déstabilisé tout le pays, y compris le système scolaire. La rentrée prévue début octobre a été reportée sine die et des millions d'élèves se retrouvent en vacances forcées. Je ne pensais même pas à faire cette activité. Mais comme actuellement on dit pas de l'école pour problème de Ebola, donc il y a aussi, les parents aussi n'ont pas assez de moyens, donc il faudrait forcément que je me bats pour, enfin, d'ici l'ouverture, ça trouvera que maintenant j'ai quelque chose, maintenant pour assister mes fournitures scolaires. Certains habitants ont décidé de s'organiser dans les quartiers pour continuer à scolariser les enfants privés d'école. Aminata Condé accueille chaque jour chez elle une quinzaine d'écoliers encadrés par un professeur. Les classes d'âge sont mélangées, les bancs sont improvisés, mais au moins on récite, on chante et on fait travailler son cerveau. Malgré le bruit, ces 3 lycéens essayent de réviser. Parmi eux, Fanta Keita. La jeune fille doit passer le baccalauréat cette année. Je dois affronter un examen qui n'est pas aussi facile que ça. Donc, rester comme ça, les mains croisées, ça va jouer sur moi à la longue. Je vais perdre la base. Leur jeune professeur les fait réviser bénévolement, même s'il est conscient que le risque de contamination existe, en particulier lors des regroupements de personnes. L'idée de compromettre son avenir et celui de ses élèves l'effraie encore plus que le virus. Nous sommes des jeunes conscients de notre avenir. Nous savons que bien sûr qu'il y a Ebola dans notre pays, mais ce n'est pas Ebola qui va freiner ce que nous proposons de faire dans l'avenir. L'école à la maison pourrait durer encore quelques temps. Les professeurs ont reçu une formation à la prévention contre le virus, mais aucune nouvelle date de rentrée n'a pour l'instant été annoncée. Federica Mogherini succède à Catherine Ashton au poste de haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le président de la Commission européenne, elle devient ainsi le responsable du service d'action externe européen. Il faut le dire, Federica Mogherini a été nommée par les hauts représentants des 28 États membres de l'Union en août 2014 dernier. Avant d'être nommée à la tête de la diplomatie européenne, Federica Mogherini a été ministre des Affaires étrangères en Italie pendant 9 mois. C'est la 3e femme en Italie à tenir ce rôle, mais à 41 ans, elle a été la plus jeune. Élue députée en 2008, elle a été présidente de la délégation italienne auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Sa nomination comme responsable de la politique étrangère européenne a été critiquée et contestée par les pays baltes et la Pologne qui considéraient qu'elle favorisait le côté russe dans la crise avec l'Ukraine. Madame Mogherini s'est défendue en rappelant que son premier voyage en tant que ministre des Affaires étrangères de l'Italie pendant la présidence italienne de l'UE avait d'abord été à Kiev et ensuite à Moscou. Comme elle l'a déclaré, le devoir de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est de donner aux partenaires des orientations stratégiques et sur cette base de chercher un consensus commun européen afin de donner à l'UE un rôle d'influence dans le monde. La Britannique Catherine Ashton, qui l'a précédée à ce poste, a par exemple trouvé un accord préliminaire sur la question du nucléaire avec l'Iran. Elle a aussi fait office de médiatrice entre le Kosovo et la Serbie. Comme vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini devra également assurer la coordination du service d'action extérieure de l'Union européenne, un corps diplomatique de 3400 personnes avec 140 délégations à travers le monde. Direction l'Asie à présent, précisément Hong Kong, un petit groupe de manifestants pro-démocratie s'est rassemblé le vendredi dernier devant le consulat britannique à Hong Kong, accusant l'ancienne colonie de ne pas le soutenir assez dans leur combat contre les autorités chinoises. Le Royaume-Uni ne peut pas garder le silence. Si vous gardez le silence, vous êtes complice. Vous devez prendre vos responsabilités. Le Royaume-Uni est obligé de s'impliquer. Il a signé la déclaration conjointe sino-britannique, le texte constitutionnel de Hong Kong. C'est très important. En Ukraine, il y a tout juste un an que le mouvement de contestation de Maïdan commençait à Kiev en Ukraine. 12 mois plus tard, l'ancien président Yanukovych a été destitué. La Crimée aussi a été annexée par la Russie par la suite et la guerre dans l'est du pays qui a déjà fait plus de 4100 morts.
Au début des manifestations de Maïdan à Kiev il y a tout juste un an, personne n'aurait pu imaginer que le conflit se propagerait comme une traînée de poudre. À des centaines de kilomètres de la capitale ukrainienne, en cette mi-novembre à Donetsk, ces maisons sont en feu, touchées par des tirs de roquettes. Ici, la trêve signée début septembre est restée lettre morte, les combats continuent et les habitants ont fui. Mon frère est parti d'ici il y a un mois et les 4 mois qui ont précédé son départ, il vivait dans la cave de la maison pour se protéger des bombardements. Il est père de 2 bébés. Dans un des quartiers généraux de la République autoproclamée de Donetsk, ce parlementaire exhibe un accessoire qui en dit long sur l'état d'esprit qui règne ici. Au début du mouvement de contestation, Valéry Skorohodov soutenait les manifestations de Kiev qui ont conduit à la chute de l'ancien président Viktor Yanukovych. Mais comme beaucoup d'autres dans l'est du pays, il est désormais persuadé que l'extrême droite ukrainienne a pris le contrôle de la situation. Pour cet ancien homme d'affaires, pas d'autre choix que de prendre les armes et pas de retour en arrière possible. Si on meurt, on meurt. Si on survit, alors on survit. Mais on ne courra pas, on ne se cachera pas. Certains habitants du quartier de Petrovski à Donetsk vivent dans des caves depuis des mois pour se protéger des bombardements. La guerre a déjà fait 4100 morts, dont 1000 depuis la signature du cessez-le-feu début septembre. Avant, on faisait partie de l'Ukraine, on avait une belle vie. Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la guerre. Je ne veux qu'un seul pays, mon pays, pour qu'on puisse vivre en paix. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu a permis de réduire l'intensité des combats le long de la ligne de front, mais de violents affrontements se poursuivent chaque jour dans certains quartiers, notamment près de l'aéroport. Les habitants, eux, ne voient pas la fin du conflit arriver. Au Mexique, des heurts se sont produits entre des groupes de manifestants et la police anti-émeute face au palais national au centre de Mexico à l'issue d'une journée de protestation massive contre le gouvernement mexicain après la disparition et le probable massacre de 43 étudiants. Comme annoncé dans les titres aux États-Unis, le président américain avait promis de prendre l'initiative face à l'inaction du Congrès. Barack Obama a offert une régularisation provisoire à quelques 5 millions de clandestins sur un total de 11 millions vivant aux États-Unis sous la menace d'une probable expulsion. Aujourd'hui, notre système d'immigration ne marche pas et tout le monde le sait. Des familles qui entrent dans notre pays légalement voient les autres bafouer la loi. Certains employeurs proposent des salaires décents et des avantages, mais ils voient leurs concurrents exploiter des immigrés clandestins en les payant beaucoup moins.
Nous sommes une nation d'immigrés, mais aussi une nation où règne la loi. Les travailleurs clandestins n'ont pas respecté nos lois sur l'immigration et je pense qu'ils doivent en payer les conséquences, surtout s'ils sont dangereux. C'est pour cela qu'au cours des 6 dernières années, les reconduites à la frontière de criminels ont augmenté de 80%. Soyons honnêtes, traquer, rassembler et renvoyer chez eux des millions de personnes, cela n'est pas réaliste. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Si vous êtes aux États-Unis depuis plus de 5 ans, si vous avez des enfants qui sont américains ou résidents permanents, si vous vous inscrivez sur un registre, acceptez de vous soumettre à une enquête sur vos antécédents criminels et que vous payez les impôts que vous devez, alors vous pouvez demander à rester dans ce pays sans peur d'être envoyé chez vous. Vous pouvez sortir de l'ombre et régulariser votre situation. Je me sens soulagé, je me sens libre, je sens que je suis quelqu'un, que je suis ici. Terminons cette édition d'information toujours aux États-Unis. La ville de Georgetown abrite l'une des plus importantes communautés immigrées guatémaltèques vivant aux États-Unis. Des migrants qui n'ont toujours pas été les bienvenus dans cette petite bourgade américaine. Suivons ce reportage. Jour de fête dans la petite bourgade de Georgetown. Drapeau américain et costume traditionnel, on célèbre ici une tradition vieille de 200 ans, marquant la fin d'une période électorale. À quelques rues de là, le magasin El Mercado, lui, reste ouvert pour ses clients majoritairement hispaniques. Ces 20 dernières années, l'afflux d'immigrés latino-américains a transformé Georgetown. La ville abrite aujourd'hui l'une des plus importantes communautés d'immigrés guatémaltèques en Amérique. Gerson a fui la guerre civile dans son pays en 1990 pour rejoindre le Delaware, au nord-est des États-Unis. Mais à son arrivée, l'accueil est loin d'être amical. Mon frère et moi, on avait faim, donc on est entré dans un restaurant. Mais le propriétaire nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'être ici. J'ai demandé pourquoi et il m'a répondu parce que les gars comme vous n'ont pas le droit. Ça, c'était le pire, cette sensation d'être discriminé. Surtout quand vous pensez qu'il y a quelques années, j'ai fini par racheter le restaurant, et pour une bouchée de pain. Et dans son restaurant, difficile d'imaginer une époque où les latinos n'étaient pas les bienvenus. La communauté va mieux qu'il y a 10 ans. La première génération qui est arrivée dans la région de Delmarva il y a 20 ans, c'était une population rurale qui ne parlait pas anglais, principalement des hommes. Il y avait tous les problèmes liés à une première vague d'immigrants. C'est en train de changer. Ça prend du temps, mais nous sommes dans une période de transition. En à peine 20 ans, le quartier de Kemetown à Georgetown est devenu une vibrante réplique de Guatemala. La plupart des immigrés arrivés dans les années 90, comme Gerson, y ont même fondé une famille. Le matin, quand je me réveille, je me dis, fais comme si aujourd'hui était ton premier jour en Amérique, mais en utilisant tout ce que tu as acquis depuis. Même si certaines tensions demeurent, immigrés et population locale applaudissent côte à côte le défilé. Preuve du chemin parcouru ces 20 dernières années. Madame et monsieur, ici prend fin cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce bulletin. Bon début de semaine sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.